Mais écoutez, sans plus tarder, je souhaite la bienvenue aux internautes et aux auditeurs de ce webinaire. Je remercie les collaboratrices du réseau Carré Urgence et du JUPRASPEC d'avoir pu organiser cette réunion grâce à la technologie pour nous permettre d'aborder avec la population de manière interactive sur 1 heure les difficultés dans le système des urgences en Guadeloupe. Il n'a échappé à personne depuis plusieurs semaines, relayé par les médias, que les services d'urgence au niveau des établissements publics, notamment au niveau de la France hexagonale, sont confrontés à une crise majeure en lien vraisemblablement avec l'épuisement des professionnels après 2 années de lutte contre le Covid et parfois des ressources humaines qui en ont pâti. Et il s'agit aujourd'hui de nous renseigner sur la manière dont en Guadeloupe la problématique se pose. Et pour cela, nous avons souhaité inviter donc 2 personnes centrales dans le système, la prise en charge en urgence en Guadeloupe dans les établissements publics de santé, que sont le docteur Delphine Delta, qui est médecin urgentiste, chef de service du service des urgences du CHU de la Guadeloupe, et le docteur Julieta Quesada, médecin urgentiste, et qui est, elle, chef de service des urgences du centre hospitalier de la Basse-Terre. Alors, mesdames, nous allons vous donner tout à l'heure la parole pour nous exprimer votre ressenti sur la problématique. Zoom, j'ai toujours des... S'il vous plaît, nous vous demandons de bien vouloir garder vos micros éteints pour le bon déroulement de ce webinaire. Voilà, donc je vais remercier donc, les docteurs Delta et Quesada de nous donner leur ressenti de cette situation actuellement par rapport donc, à la tension qui règne au niveau des services d'urgence publique. Et nous allons progressivement, dans un deuxième temps, aborder la question de la réorganisation de l'accès aux urgences, notamment en période de garde, pour essayer aussi, dans la troisième partie de ce webinaire, d'expliquer les alternatives à la venue aux urgences quand c'est possible. Je passe la parole au docteur Delta. Oui, très bien. Merci, Dr. Portekop, de m'avoir invité en fait à ce webinaire ainsi qu'au JPRASPEC afin de pouvoir échanger avec la population, en tout cas ceux qui seront connectés, sur la situation des urgences. Donc, comme le conseil l'illustre bien, en fait, les journaux par rapport à ce qui se passe sur le national, il faut savoir qu'on n'est pas très différent, en fait. Ce qui se passe sur notre territoire n'est pas très différent, en fait, de l'actualité métropolitaine et notamment associé à nos spécificités que nous connaissons dans chacun des départements, des territoires d'outre-mer. Les difficultés sont celles depuis de nombreuses années, depuis à peu près plus de 10 ans, de plus en plus, on se retrouve confronté en fait au niveau des urgences à des difficultés dans le sens où les soins, l'offre, la demande de soins est de plus en plus accrue au niveau de la population et avec une population vieillissante et qui demande en fait des prises en charge de plus en plus, des prises en charge complètes et accrues. Donc du coup, par rapport à ça, on a de cesse de pouvoir s'adapter, d'essayer de s'adapter et d'essayer de répondre au mieux à l'ensemble en fait des usagers qui sollicitent notre soutien, notre aide en fait dans leur prise en charge. Cette année, par rapport aux autres années, ce qu'il y a de différent, puisque on a eu de cesse en fait de faire remonter cette augmentation de l'offre de soins et ces difficultés qui arrivent régulièrement lors des périodes estivales dans les différents centres d'urgence concernant la prise en charge des patients, on se rend compte que cette année, plus particulièrement par rapport aux autres années, aux années précédentes, les difficultés qu'habituellement on connaissait et qui
donnaient en fait, qui pointaient leur nez lors de la période de juillet-août, un peu associé aussi à la période en fait, la période des congés pour certains praticiens, que ce soit des praticiens urgentistes, médecins généralistes ou encore des spécialistes, où l'offre de soins est beaucoup plus restreinte et donc du coup répondre de manière efficiente et efficace par rapport aux besoins de la population est amenée à être mise en difficulté, on se rend compte que cette difficulté, elle arrive beaucoup plus tôt que d'habitude, dès le mois de juin, avec une accessibilité en fait aux soins qui commence à devenir de plus en plus difficile. D'où l'intérêt pour nous, sur le plan national, mais aussi au sein du territoire, de pouvoir en fait optimiser cette offre de soins afin de répondre et de l'adapter, afin de répondre en fait aux différents besoins de la population. Puisque certes, toute l'urgence en fait ressentie par rapport aux usagers n'est pas forcément, leur signification n'est pas forcément la même pour nous. À charge pour nous de pouvoir les adapter, les accompagner afin qu'ils puissent avoir des soins qui puissent être adaptés et qui puissent être à leur attente et qui puissent être adaptés en fait à leur prise en charge et qui reposent sur le peu de ressources que nous avons et qui restent quand même volontaires et efficients au sein du territoire. Et donc, du coup, nous, le ressenti qu'on a par rapport, c'est le positionnement qu'on a par rapport aux urgences du CHU, où sur la période à venir, on a tout intérêt à organiser en fait cette accessibilité aux services d'urgence si on veut pouvoir perdurer et être efficient en fait dans vos prises en charge. Et c'est d'où l'intérêt de ce webinaire pour pouvoir échanger sur ce point avec vous et vous faire parvenir en fait la situation qui existe en fait dans les différents établissements de santé d'urgence en fait du territoire. D'où le fait que je passe la parole du coup à ma consoeur du CHBT afin qu'elle aussi puisse exprimer son ressenti et la situation qui existe en fait au niveau du CHBT. Merci, Dr Delta. Merci, Dr Portekop, de m'avoir invité. Alors, au niveau du CHBT, on est, j'ai envie de dire, un petit peu peut-être plus épargné que le CHU. Déjà, sur le fait que la structure est plus petite donc, et qu'on a des médecins fixes qui sont probablement plus nombreux qu'au CHU. Donc, on a moins recours aux remplaçants. Finalement, on a réussi, nous, à assurer on va dire normal du CHBT pour le mois de juillet et le mois d'août, ça a été en effet très très difficile. D'une part parce que la situation en métropole fait que tous les remplaçants sont très très demandés un petit peu partout, donc c'est le même problème en Guadeloupe. Certains remplaçants qui avaient l'habitude de venir sont un petit peu plus frileux maintenant aussi depuis les événements de novembre, ça il faut pas le cacher. Après, de notre côté, c'est vrai qu'on a toujours été un petit peu plus épargnés, déjà parce qu'on a eu affaire à tous les problèmes qui s'en sont suivis après l'incendie du CHU. Donc, nous, de notre côté, on devrait pouvoir continuer à assurer la continuité des soins comme d'habitude aux urgences, mais on va probablement encore se heurter au fait que on a toujours des problèmes en fait de lits d'aval, des problèmes qu'il n'y a pas assez de lits de médecine pour hospitaliser, comme vous l'avez dit, docteur Delta, ces patients, cette population vieillissante qui a besoin de lits d'hospitalisation. Voilà, je repasse la parole à docteur Portekop s'il veut ajouter quelque chose par rapport au SMUR. Non, docteur Portekop? Bon, il a disparu. Ça a dû se déconnecter. Oui, alors, merci donc à Dr Quesada et au Dr Delta d'avoir exprimé donc, les difficultés contemporaines rencontrées dans leur service. Donc, vous voyez bien qu'on a une problématique liée à la fois une inadaptation de l'aval des urgences qui ne permet pas, lorsque les patients sont dans nos services, qu'ils soient ventilés dans les services des étages en temps réel pour avoir une fluidité
compatibles avec de bonnes conditions de travail. Et surtout, nous observons que beaucoup de patients qui se présentent dans nos services n'ont pas forcément besoin d'y venir parce qu'ils consultent pour un grand nombre des consultations non programmées qui, logiquement, sont du ressort d'autres professionnels installés notamment en libéral. Et nous connaissons justement le déficit de médecins généralistes sur le territoire tel qu'il s'exprime. Il est beaucoup plus important que celui que connaît le niveau national, ce qui explique que tout le monde n'arrive pas forcément à avoir contact avec son médecin ou à être reçu dans les situations qui inquiètent la patientèle et qu'ils n'ont d'autre solution que de se retrouver dans les locaux des services hospitaliers d'urgence. Simplement, actuellement, la profession de médecin urgentiste est devenue une spécialité pour laquelle les médecins apprennent et se forment pour vraiment proposer des solutions tout à fait adaptées au tableau logiquement urgent et non pas des consultations qui relèvent d'une autre organisation, qui sont absolument utiles, nécessaires, et on l'entend bien, mais elles ne peuvent pas venir se présenter chez nous, non sans créer les tensions qui sont, elles, préjudiciables au fonctionnement, aux structures et à la qualité des soins qui est l'objectif principal de tout médecin hospitalier. Et pour justement assurer des soins de qualité et pour justement l'ensemble des pathologies urgentes incontournables qui sont destinées à fréquenter la structure des urgences, il faut que nous puissions organiser sur le territoire l'apparition de centres de consultation non programmés, de centres de soins immédiats, d'hôpitaux locaux et tout un tas de points de consultation en proximité qui sont destinés à ouvrir prochainement dans les mois ou dès 2023. En tout cas, nous sommes un peu rattrapés par le temps parce qu'en fait, vous l'avez bien compris, les événements de contexte Covid, crise sociale, ont précipité localement cette crise au même moment qu'elle se présente au niveau national. Et il nous appartient, nous, par contre, en Guadeloupe, de nous concerter. C'est ce que nous avons fait avec nos collègues de la clinique des Eaux Claires pour savoir comment ils peuvent nous aider. Ça va être possible. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que nous souhaitons préserver les services d'urgence de ce qu'ils ne peuvent pas traiter en facilité, c'est-à-dire ces consultations non programmées. Et pour justement que l'usager qui n'a pas toujours la possibilité de savoir si sa situation relève d'une consultation non programmée ou s'il est vraiment dans une situation d'urgence, il lui est conseillé, demandé, avant de se déplacer vers les urgences, de prendre la précaution d'appeler le centre 15, bien sûr, de jouer le jeu. Vous n'avez pas, au vu du nombre d'appels que nous traitons, une réponse dans les 20 secondes, mais il faut, lorsque vous avez un interlocuteur en ligne, accepter qu'il vous pose des questions, accepter qu'il vous interroge pour connaître vraiment le motif de consultation, et dès que le médecin est en ligne avec vous, que vous puissiez répondre à ces questions. Quand il s'agit d'envoyer un moyen de secours, le fait de répondre aux questions ne ralentit pas l'envoi des secours, mais c'est surtout aussi pour mieux vous conseiller sur l'endroit où vous allez pouvoir consulter la journée ou en garde. Évidemment, en garde, on aura essentiellement des maisons médicales de garde jusqu'à minuit. Et parfois, même si la situation vous paraît inquiétante, elle n'est pas forcément urgente. Et le travail du médecin régulateur en tant que professionnel de l'urgence, c'est de savoir dans quelle situation c'est possible et raisonnable de patienter jusqu'au lendemain pour solliciter le médecin traitant ou une consultation non programmée. Voilà donc ces réorganisations telles que nous l'avons expliqué dans nos interventions auprès de la presse qui vont intervenir dans les prochains jours. Nous allons pouvoir répondre aux questions des internautes, soit des questions brèves ou des questions qui sont posées à travers du chat. Mesdames, si vous avez des questions. Oui. Alors, donc, pour rappel, et peut-être pour les personnes qui sont arrivées donc, entre-temps, donc,
le webinaire qui porte sur la crise des urgences organisé donc, par le JPRASPEG avec la collaboration donc, de la Mutualité française. On les remercie avec une retransmission également sur leur Facebook et celui de Guadeloupe Première afin de pouvoir toucher un maximum de personnes. Donc, effectivement, si vous avez des questions, alors je vois que là, il y a une question. Bonjour, quelle est la complémentarité et la valeur ajoutée des soins d'urgence du centre médical de Paul Caraïbes? Merci pour cette question. Donc, Dr Portekop, vous laisse répondre. C'est important de pouvoir préciser aujourd'hui que le centre médical de l'aéroport, le CMA, où travaillent des médecins libéraux, généralistes et urgentistes, permet justement de faire des consultations non programmées qui sont justement un effecteur dans le système des urgences pour justement ne pas trouver aux urgences des personnes qui relèvent d'un avis médical, d'une prise en charge médicale ambulatoire. Et je les salue au passage et profite pour les remercier de l'action qu'ils mènent depuis de nombreuses années. Évidemment, il faut qu'on continue de leur faire confiance, mais par contre, lorsqu'il s'agit d'urgences vitales ou de détresse, de situations qui ne correspondent pas à leur plateau technique, il ne faut pas hésiter à recourir au service d'urgence et bien évidemment à appeler le 15 pour signaler votre difficulté. Nous avons une autre question. Les patients sont-ils réticents à répondre aux questions des médecins régulateurs? Problème de confiance du fait de ne pas être en face du professionnel soignant. On peut l'entendre. Tout le monde n'est pas habitué à ces modalités de travail en distanciel, mais cette régulation médicale est un moyen qui a fait ses preuves et qui est en service dans le monde entier depuis de nombreuses années. Il nous faut donc nous approprier et surtout, même dans les cas d'urgence, garder le calme et pouvoir répondre aux questions qui ont vocation à mieux cerner le problème pour les réponses adaptées. Évidemment, il peut y avoir après des questions de confiance par rapport à des antécédents ou des incidents, mais comme souvent, on ne parle que de ce qui n'arrive pas à l'heure, des trains qui n'arrivent pas à l'heure, et on ne parle pas de tous les services rendus avec performance du système. Moi, j'encourage vraiment tout le monde à retrouver la confiance dans notre SAMU et faire appel chaque fois que de besoin. Nous aurons la possibilité de vous donner des réponses adaptées à vos besoins. Et je sais aussi par ailleurs que nos compatriotes connaissent aussi le numéro de la médecine libérale, celui de l'ADEGUPS, qui est interconnecté avec le SAMU. Et beaucoup de Guadeloupéens ont déjà la capacité de faire la distinction entre les cas relevant de l'aide médicale urgente et les cas qui relèvent de la médecine libérale. Donc là aussi, je les encourage à continuer de faire usage du 05 90 90 13 13 quand ils ont besoin du service de médecin généraliste. Mais quand on ne sait pas si ce qu'on a comme inquiétude relève du service des urgences, on appelle le 15 et vous aurez une réponse. Alors, en attendant que les questions nous remontent, est-ce que, mesdames des services d'urgence du public, vous pouvez nous dire si ce sont des situations qui ont vocation à durer? Qu'est-ce qu'on a comme solution au sein de nos établissements pour rendre plus praticables les urgences? Sur la base terre, Madame Quesada. Pardon. Alors, je réactive le son. Oui, bah, écoutez, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est vrai que le fait d'avoir la régulation par le 15 évitera qu'on ait beaucoup, qu'on ait du passage pour des consultations de médecine générale, ce qui constitue quand même à peu près peut-être 25 à 30% facilement de notre activité. Donc tout ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps pour les médecins qui sont sur place et c'est du temps finalement qui n'est pas donné aux autres patients qui sont graves.
Donc, c'est une très bonne chose. Je pense que ma collègue Dr Delta est entièrement d'accord avec moi. Dr Delta pour le Et tout à centre fait, hospitalier de la c'est Guadeloupe. exactement ça. Par rapport à la situation, il faut savoir que, comme on disait au départ, l'urgence ressentie et l'urgence que nous constatons par rapport à la population, les degrés d'urgence ne sont pas les mêmes. Et comme certains d'entre vous ont pu le constater, ce n'est pas forcément le premier qui arrive aux urgences qui est le premier vu. On adapte en fait les prises en charge et le moment de visite en fait des patients par rapport en fait aux signes de gravité et à leur état de santé. Bien entendu, le travail sera beaucoup plus efficient et on sera beaucoup plus efficace si nos urgences respectives, que ce soit celles en fait du CHBT ou encore celles du CHU de la Guadeloupe, ne sont pas en fait, il n'y a pas beaucoup de personnes en fait qui attendent pour pouvoir consulter. D'où l'intérêt de pouvoir fluidifier et permettre à ceux qui ne nécessitent pas forcément un plateau technique trop complexe et que constitue celui du CHBT ou encore celui en fait des urgences, ben, que ces patients puissent reposer sur des effecteurs qui ont montré leur efficacité et la plus-value en fait de leur service et avec qui on travaille en collaboration. D'où la première question qui a été posée, l'intérêt en fait, la plus-value du centre médical de l'aéroport. Ben, il y a une grosse plus-value parce que ça permet de consulter des patients ben, qui ont une problématique aiguë, qui nécessite d'avoir une réponse soit pour être rassuré ou soit pour être prise en charge et que cette prise en charge nécessite pas forcément d'atterrir au niveau des urgences du CHU ou encore du CHBT. Et ça permet, comme l'a dit ma consoeur, d'accorder un peu plus de temps médical, de temps soignant aux patients, des fois qui arrivent dans des situations graves et qui nécessitent des prises en charge qui sont lourdes et qui demandent une certaine réflexion. Sans compter, ben, en dehors en fait, du centre médical de l'aéroport, il y a aussi les médecins traitants ben, sur qui vous pouvez vous reposer également pour certaines de vos pathologies aiguës. Donc, ce qui est concédé, c'est on est en rapport avec eux. Ils ont bien conscience en fait des difficultés ou de la structure des urgences, savoir à quel moment consulter ou pas. Ben, c'est aussi un outil en fait des personnes de référence pour vous, pour savoir ben, face à votre problématique, est-ce qu'il est intéressant pour vous de pouvoir consulter aux urgences ou organiser en fait un rendez-vous programmé ou un rendez-vous dans la journée en fait avec votre médecin traitant ou son remplaçant ou un autre confrère qui travaille en collaboration avec eux. Et dans le doute, de ne pas hésiter à utiliser les outils qui sont mis en place et qui jusqu'à présent ont montré leur efficacité, ben, appelez le centre 15 de la DGUPS. Comme ça évitera de se rendre en fait aux urgences. C'est comme certains ont pu, des fois, les discours qu'on a tendance à entendre, ben, ils ont l'impression d'avoir perdu leur temps ou que les prises en charge sont longues. Nous avons d'autres questions. Donc, des questions interviennent sur le chat. Tout à fait. Est-ce un manque de lits ou qu'est-ce qu'on peut vous en dire plus? Comme je l'ai dit en préambule, la situation elle est multifactorielle. Pour revenir sur des éléments que j'expliquais hier à la radio, avant que n'apparaissent les services d'urgence, nos anciens avaient n'avaient que le choix d'aller vers leur médecin généraliste qui, lui, assurait à son cabinet et à domicile des patients la couverture médicale qu'ils pouvaient faire. Sont apparues ensuite les modalités de fonctionnement en rapport avec les urgences d'abord intra-hospitalières qui se sont dimensionnées et puis le besoin se fait sentir d'avoir des effecteurs extra-hospitaliers qui ont progressivement concurrencé les médecins durant leur garde notamment, ce qui fait que la médecine libérale s'est davantage concentrée sur l'exercice au sein de leur cabinet. Maintenant, nous sommes presque victimes, entre guillemets, de notre succès, mais il ne reste pas moins vrai que les conditions d'exercice de la médecine globalement en France ont bien évolué avec la société. Vous avez un nombre de médecins qui n'a pas évolué en fonction de la demande de soins.
L'offre de soins elle-même en libéral comme au niveau de l'hôpital a été modifiée et en rapport avec la définition par le Parlement des moyens attribués à la santé. Est-ce qu'ils sont suffisants ou pas? Vraisemblablement que non, puisque vous voyez maintenant que tout le monde s'accorde à dire qu'il faut revoir globalement le système de santé. En ce qui concerne la Guadeloupe, nous sommes dans une situation où nous souffrons déjà de déficit de médecins spécialistes de toutes les spécialités, la médecine générale étant aussi une spécialité, je le rappelle. Donc, à un certain moment, lorsqu'en plus le CHU de la Guadeloupe, qui a connu un incendie en 2017, qui n'a pas retrouvé son capacitaire de lits, souffre encore d'une insuffisance de plus de 100 lits qui nous font défaut, vous comprenez que c'est compliqué d'organiser des soins dans ces conditions, des lits qui sont encore actuellement pour environ 30 à 40 par jour occupés pour les soins liés à la question du Covid pour les patients qu'on ne peut pas envisager de prendre en charge à domicile. Vous voyez que le service d'urgence qui, lui, hospitalise à peu près une quarantaine de patients pour celui de la Guadeloupe, du CHU de Pointe-à-Pitre, qui hospitalise à peu près 40 patients par jour, ben, a du mal à trouver autant de place pour ces urgences dans ce contexte et en même temps doit assurer des consultations pour ceux qui viennent consulter à sa porte, mais des consultations qui, elles, ne sont pas toujours motivées par la notion d'urgence, mais qui viennent en réponse à une insatisfaction liée elle-même à des délais trop longs pour obtenir certains rendez-vous de spécialité ou certains examens complémentaires pour lesquels la file d'attente est jugée excessive. Donc, nous avons fait ce constat avec les autorités sanitaires, hein, l'ARS notamment, pour leur demander d'autoriser le plus rapidement possible d'autres effecteurs qui ont, en métropole en tout cas, permis justement de limiter le recours aux urgences, de faire en sorte qu'ils puissent apparaître sur notre territoire, comme des modalités de visite à domicile avec des moyens de télémédecine par des effecteurs soignants qui sont en capacité de mettre un médecin en relation avec eux sur le terrain, d'analyser parfaitement ce qui se passe, de donner des modalités de réponse tout à fait satisfaisantes qui, dans certains cas, permettent d'éviter la venue de patients. Quand on est aveugle, on ne voit pas ce qui se passe et on a tendance à hospitaliser davantage. Si on peut voir ce qui se passe et si on peut faire un réel acte de télémédecine au domicile des personnes pour lesquelles les familles nous appellent, on a la possibilité de faire des choses tout à fait satisfaisantes. De la même manière, si on crée aussi sur le territoire en proximité des points de consultation non programmés avec des plateaux techniques dans des hôpitaux dits locaux, la population n'aura pas à faire 60-40 km pour avoir un avis médical et ou faire un examen qui a été prescrit dans un contexte urgent ou semi-urgent. Donc, nous avons plaidé pour que tous ces points de consultation voient le jour. Pour qu'ils voient le jour, il faut non seulement, bien sûr, la structuration, l'apparition de ces locaux professionnels, il faut que la profession elle-même s'organise avec les médecins du territoire. Il faudra derrière qu'on puisse réguler tout ça avec ce qu'on appellera bientôt le service d'accès aux soins, qui doit apparaître comme il a apparu dans beaucoup de régions. Et donc, je veux rassurer la population pour dire que nous sommes à pied d'œuvre pour modifier radicalement le paysage de l'urgence en Guadeloupe avec la collaboration des établissements publics, privés, de l'agence de santé et des professions libérales médicales et tous les autres acteurs non médicaux qui sont sur le terrain et qui portent leur contribution pour la meilleure santé de tous. Merci, Dr Portekop. Nous avons d'autres questions. Est-ce que le service de l'aéroport fonctionne 24 heures sur 24 ? Et également, comment est-il prévu d'informer que mon espace santé peut être consulté directement par le SAMU ? En tout cas, s'agissant du CMA, il fonctionne, je crois, jusqu'à minuit ou 23 heures. À une heure près, je pense que ça peut faire la différence certainement, mais je dirais peut-être 23 heures. Et s'agissant de l'information, déjà, quand le système sera opérationnel depuis notre plateforme de régulation, nous en ferons la promotion avec les services de l'État.
Très bien, donc d'autres questions arrivent. Comment avez-vous prévu d'éduquer ou informer la population sur l'importance d'appeler le 15 plutôt que de venir directement aux urgences? Une autre question sur le manque de lits, donc on y a déjà répondu. Quel est le rôle d'une structure comme Allo Médical dans la prise en charge des urgences? Ne pensez-vous pas nécessaire d'ouvrir de nouvelles maisons médicales de garde? Je crois que ça aussi, ça a déjà été un peu répondu. Une autre Alors, question. Oui. on va les prendre au fur et à mesure parce que sinon, Ok, très bien. on va être compliqué. Alors, la personne Il qui a me levé semble la que main, c'est la il me semble pour le moyen d'informer la population que il faut tout le temps revenir sur le terrain de la communication et nous avons bien perçu justement ce besoin de le faire et nous proposerons d'autres modalités régulièrement sur les moyens de communication, euh, toutes les formes, émissions, télé, radio, webinaires tout ce qui pourra être des véhicules d'information. S'agissant de maisons médicales de garde, oui, elles existent, mais il faut encore avoir des médecins à y mettre, et ça, c'est le nerf de la guerre. Et s'agissant spécifiquement de la question qui est posée sur la structure de Sainte-Anne à l'eau médicale, c'est typiquement le type de maison qui propose des consultations non programmées pour lesquelles nous appelons de nos voeux la création d'autres structures dont nous savons qu'elles sont dans les tuyaux et vous aurez l'information au fur et à mesure par le réseau Carurgence de la mise en œuvre de ces structures que l'ARS doit agréer et qu'elles pourront, aussitôt que possible, faire pareil, offrir des possibilités d'exploration sur le terrain, de réponses concrètes de consultants, à la fois médecins, soignants. Je pense que c'est vraiment l'avenir. Alors, nous avons aussi des questions qui nous parviennent donc, de Facebook, notamment quelle est la position avec la médecine libérale face à ce problème qui parfois provient de la disponibilité du médecin traitant. Une autre question sur qu'est-ce qu'un médecin spécialiste des urgences? Donc, voilà, des questions qui nous viennent du Facebook. Alors, nous sommes en lien étroit avec les médecins libéraux, les médecins généralistes. Ce sont nos partenaires historiques. Nous-mêmes, pour certains d'entre nous, sommes des héritiers de la médecine générale. Alors, ces difficultés sont partagées. Autant nous avons des difficultés en termes de nombre de médecins urgentistes, eux aussi, ils sont sur le terrain en grande difficulté par rapport à la démographie de la Guadeloupe. Quand tu as expliqué ce qu'est un médecin spécialiste en médecine d'urgence. Alors, la médecine d'urgence est une spécialité qui vient répondre aux besoins de santé qui sont issus des situations d'urgence, surtout des urgences vitales, des urgences fonctionnelles. Je vais donner des exemples. Nous nous occupons, par exemple, de toute la traumatologie routière, des accidents de la circulation, mais pas que. Nous nous occupons aussi des urgences médicales graves, comme les infarctus, comme les AVC, comme les décompensations de toutes les pathologies chroniques, comme l'insuffisance cardiaque, le diabète, les pathologies endocriniennes, les pathologies psychiatriques. Nous sommes vraiment à l'initiation de toutes les difficultés que pourront avoir à gérer nos autres confrères spécialistes. Nous conditionnons ensuite ces patients pour les stabiliser, soit pour les hospitaliser dans les services de médecine où le relais est pris par les spécialistes, ou vers la réanimation quand vraiment le pronostic vital est en jeu ou que le patient doit être surveillé de façon rapprochée. Pour schématiser, le médecin urgentiste est entre la médecine générale qui, elle, fait le suivi et la prévention au niveau de la population générale pour se retrouver à prendre en charge les situations qui dépassent le niveau du cabinet de médecine générale et qui ne peuvent pas encore être admises dans les services de spécialité parce qu'il faut ou faire des examens complémentaires ou stabiliser ces patients ou porter un diagnostic qui relève vraiment de notre spécialité. C'est une spécialité qui s'apprend à la faculté de médecine après 4 années comme toutes les autres spécialités d'études après la 6e année. Donc, un médecin urgentiste qui a plus de 10 ans d'études à son actif
et qui a l'autorisation donc de travailler dans ce domaine exclusivement. D'autres questions, mesdames? Oui, nous Je laissons crois la qu'il y avait une parole à question madame. aussi parmi les personnes, les internautes. J'ai vu une main levée. Oui, c'est madame Eva G. Si vous souhaitez poser votre question, vous désactivez votre micro. On vous écoute. Oui, Voilà. voilà. Oui, bonjour. Je suis Eva Gérion de la FNMF. Je suis responsable de prévention. Et par rapport au questionnement, je me demandais, puisque quelqu'un a posé la même question, quand aurons-nous véritablement une résolution par rapport aux déserts médicaux? Parce que le docteur Porteco expliquait tout à l'heure qu'au lieu de venir remplir les urgences, ce serait mieux de voir son médecin traitant. Alors, est-ce que ce ne serait pas plus judicieux de prévoir cela en amont afin de, au fur et à mesure, de libérer ces urgences? Et par ailleurs, vous avez dit qu'il faut accepter le questionnaire. Mais est-ce que le questionnaire, quelque part, ne prendra pas trop de temps au lieu de suivre le protocole, c'est-à-dire s'occuper du patient et par la suite poser les questions? Pourquoi les questions doivent venir en amont? Alors, merci, madame, de ces questions. Elles sont essentielles au débat. Alors, sur la question de la médecine libérale et des déserts médicaux, heureusement que le gouvernement a ouvert l'accès aux études médicales et qu'actuellement, il n'y a plus les restrictions qu'il y avait par le passé, qui ont duré plus d'une trentaine d'années et qui ont créé justement la situation de pénurie. Simplement, comme vous me l'avez entendu dire, il faut 10 ans pour former un généraliste, 10 ans pour former un urgentiste, un cardiologue, et la plupart des spécialistes, les chirurgiens, vous rajoutez 2 ans. Donc, vous comprenez que même si ces décisions politiques ont été prises il y a 3 ans, ben les effets ne se feront sentir que dans quelques années. Progressivement, d'autres médecins venant d'autres pays sont venus compléter l'offre de soins. En Guadeloupe, ça prendra le temps que ça prendra. Mais ça s'organise petit à petit. S'agissant de la procédure de régulation que, je vais dire, nous imposons, elle a deux vocations. Premièrement, d'identifier la personne, de la localiser pour savoir où intervenir si on doit envoyer un moyen d'intervention. Donc, tant qu'on n'a pas ces éléments-là, je veux dire, c'est juste impensable de faire quoi que ce soit. Donc, si les gens ne refusent de nous dire où est-ce qu'ils sont et qui ils sont, ce n'est pas possible. Ensuite, je voudrais rassurer la population en disant que lorsqu'on identifie que le motif d'appel est en rapport avec une urgence vitale, nous déclenchons, alors même que nous parlons, le départ des secours. Donc, ça ne retarde en rien l'arrivée des secours. Je veux que vous l'entendiez et je m'en porte garant. Et pendant que nous vous interrogeons, d'autres acteurs donnent la direction, justement avec les renseignements qui ont été recueillis, aux ambulanciers qui dirigent, qui conduisent le véhicule d'intervention. Et donc, comme cela, nous pourrons faire de notre mieux. Et puis, ça permet aussi de préparer ceux qui interviennent à la situation qu'ils vont trouver. Ça permet aussi parfois, quand deux interventions sont déjà en cours, de savoir laquelle est plus importante et prioritaire par rapport à celle qui serait déjà engagée, pour savoir si on a des motifs valables pour détourner une équipe. Donc, il faut comprendre que nous n'avons rien inventé en Guadeloupe. C'est général, ça se passe comme ça dans tous les SAMU de France et même aux États-Unis avec le 911. Donc, c'est un sentiment d'angoisse qui pousse nos compatriotes à croire que nous voulons faire durer le plaisir et ne pas nous occuper d'eux. Ce n'est pas du tout le cas. Nous vous assurons que les professionnels viennent aussi rapidement qu'ils peuvent, parfois même en hélicoptère, vous avez constaté, c'est que nous avons beaucoup d'intérêt pour le métier que nous faisons. C'est un métier difficile, nous ne sommes pas nombreux à pouvoir le faire et nous exigeons un minimum de considération à chaque fois que nous sommes contactés. Je vous remercie d'avoir posé vos questions. Merci, docteur Porteco. Vous venez de parler de l'hélicoptère. On a une question. Si je peux me permettre, pour pouvoir compléter en fait par rapport au discours, désolée d'intervenir, puisque les questions sont tout à fait intéressantes et c'est bien
ça montre en fait l'importance de pouvoir apporter une bonne information, une bonne communication en fait aux différents usagers et aux patients. Et je profite pour pouvoir rebondir sur la définition qu'a fait Dr. Portekop concernant le médecin d'urgentiste qu'il a très bien présenté, illustré, et en appuyant sur le fait que on a à peu près au tout début, initialement, à peu près la même formation en fait, que le médecin généraliste, puisqu'on est, comme il l'a si bien dit, on descend, on a une branche en fait commune avec la médecine générale. Et la plus-value qu'on apporte, c'est qu'on est en relation étroite aussi avec la prise en charge en fait, avec les pompiers et avec du coup à l'encontre en fait au carrefour en fait avec le service de réanimation également, qui est une autre des spécialités. Et la plus-value qu'on apporte, c'est surtout pour les cas graves, en fait, des patients qui présentent des détresses, soit respiratoires, qui ont des difficultés pour respirer, ou encore des patients, en fait, qui ont une détresse neurologique, c'est-à-dire qui sont inconscients, ou encore qui présentent des pathologies qui peuvent évoluer rapidement vers, en fait, une forme grave. Nous, on intervient avec nos connaissances, avec des outils dont nous avons à disposition pour pouvoir stabiliser ces malades. D'où l'importance de pouvoir accorder du temps et éviter, en fait, d'encombrer les services d'urgence pour nous permettre en fait de pouvoir être efficients sur ces patients en fait et à permettre en fait de les stabiliser et de pouvoir par la suite les orienter. Donc, ça, c'est la plus-value qu'on apporte. Et l'autre plus-value aussi également qu'on apporte, c'est de pouvoir pour certains patients qui de toutes les façons, nécessiteront d'être hospitalisés pour pouvoir avoir une prise en charge plus poussée avec les différents spécialistes, de pouvoir les orienter, les trier, voir les cas des patients qui nécessitent d'être hospitalisés et de pouvoir les orienter vers les spécialistes et les services qui sont adaptés. Puisque, comme vous avez pu le constater, lorsque vous venez dans nos structures, que ce soit dans l'une ou l'autre, vous ne voyez pas directement le spécialiste qui est en rapport en fait avec votre spécialité. Il y a bien entendu une prise en charge et une prise en charge en amont afin de stabiliser, de voir l'intérêt d'une hospitalisation ou pas. Alors, il y a un message, une question qui a trait justement au service des urgences de la clinique des Eaux Claires. Je vous remercie d'avoir posé cette question. Je précise donc que la clinique des Eaux Claires est un établissement privé essentiellement à vocation chirurgicale et qu'elle a une autorisation d'urgence dans laquelle travaillent des médecins urgentistes que nous connaissons parfaitement. Hein. Nous sommes une petite communauté en Guadeloupe. Nous sommes en relation étroite d'ailleurs. Alors, leur structure a vocation à recevoir essentiellement de la consultation non programmée d'urgence, surtout de la petite traumatologie ou des situations médicales qui ne vont pas nécessiter une hospitalisation, mais plutôt un recours temporaire au plateau technique de cette clinique. Et donc, en aucun cas, des situations trop graves pour lesquelles ils sont obligés d'avoir recours à un transfert secondaire que va assurer le SAMU pour que ces personnes rejoignent le CHU. D'où l'intérêt, quand on ne sait pas, d'appeler le 15 de façon à s'assurer qu'il n'y a pas une situation qui dépasserait le plateau technique des Eaux Claires. Nous savons, et depuis que les Eaux Claires ont ouvert leur service d'urgence, comment nous avons été à leur côté pour les accompagner et être complémentaires. Ils ont vu augmenter leur fréquentation d'année en année, parallèlement à ce que la nôtre aussi au CHU de la Guadeloupe a augmenté, que celle du CHBT a augmenté. C'est bien pour dire que le besoin de soins urgents existe. Et quand l'aéroport a ouvert le CMA, eux aussi, ils ont connu une fréquentation. C'est pour dire que, alors que la médecine libérale fait de son maximum, il y a tout de même ces besoins de consultation, de soins non programmés. Donc, oui, les Eaux Claires sont une structure incontournable en Guadeloupe pour la prise en charge de certaines petites urgences. En complémentarité avec ce que peuvent faire les autres maisons de santé qui vont exister sur le territoire. Mais les deux services des établissements publics de la Basse-Terre et de Pointe-à-Pitre pour le CHU de la Guadeloupe ont vocation, puisque ce sont des établissements, ce sont des services qui sont dans des établissements qui disposent de réanimation,
d'imagerie de pointe, de laboratoire 24 heures sur 24 et quasiment toutes les spécialités médicales et chirurgicales H24, de pouvoir prendre en charge les situations les plus complexes. Voilà. J'espère avoir répondu à la question de l'internaute. Alors, on va juste remercier donc, les chefs de service donc, des hôpitaux qui sont présents pour nous permettre d'avoir toutes ces informations. On va donner la parole au docteur Quesada qui souhaitait intervenir. Donc, allez-y. Merci. Oui, j'en reviens aussi à la question qu'avait posée Madame Évagé suite aux interrogatoires qui peuvent être posés par le SMUR, enfin par le SAMU, le service de la régulation du SAMU. Je pense en effet que c'est très important et c'est très important d'y répondre parce que vous vous rendez probablement pas entièrement compte du nombre d'appels qu'ils ont pour forcément des choses qui ne sont pas urgentes, simplement parfois pour des conseils médicaux. Ainsi que les gens qui se présentent directement aux urgences, que ce soit pour des renouvellements d'ordonnances, pour des gens qui ont mal au dos depuis plus de 8 mois, des choses qui clairement ne relèvent pas de l'urgence. Je pense que c'est là où il faut vraiment faire un travail de réorienter ces personnes vers les bons acteurs, tout simplement. Oui, docteur Quesada, nous avons une autre question. Comment améliorer l'urgence sur les dépendances de la Guadeloupe? Et quelle organisation entre l'évacuation sanitaire et l'hospitalisation, surtout avec le manque de lits? Une autre question, un message reçu, il y a combien de maisons de santé de garde en Guadeloupe? Où sont-elles et quelles sont les heures et jours de réception? On va commencer peut-être par informer s'agissant des maisons médicales de garde. On précise qu'elles sont ouvertes à partir de 18 heures. La DGUPS qui est en charge de la coordination de ces maisons a ouvert donc une maison médicale à Chauvel, c'est la maison historique. Vous en avez une qui fonctionne au Moule, à Damancourt. Vous avez une autre maison médicale à Capesterre. Vous en avez une autre à Sainte-Rose. Ce sont les maisons donc, qui fonctionnent lors de la permanence des soins à partir de 18 heures jusqu'à 23 heures. Donc, il est important d'appeler la DGUPS avant de s'y rendre. Les Guadeloupéens maintenant savent qu'est-ce qu'on peut y trouver. Il y a un médecin généraliste qui assure donc des consultations pour des choses qui ne pourraient pas attendre le lendemain ou qui inquiètent les appelants. S'agissant des dépendances, de l'organisation de l'urgence sur les dépendances. Alors, je ferai la différence entre les îles du Sud et les îles du Nord. Sur les îles du Sud, la situation de Marie-Galante est un peu plus avancée parce que nous avons un hôpital à Marie-Galante qui comprend un service d'accueil d'urgence qui gère à la fois la permanence des soins et la continuité H24 des soins urgents, avec même une petite antenne de SMUR. Donc, je veux dire que les médecins libéraux exercent à leurs heures de travail et les urgences fonctionnent 24 heures sur 24. Simplement, je n'oublie pas qu'à la Désirade actuellement, il y a une difficulté par rapport à la présence médicale. Les Désiradiens sont en relation avec des médecins qui viennent le mardi et le mercredi et les autres jours de la semaine, ben, ils patientent ou ils vont consulter pour le moment sur le territoire de la Guadeloupe continentale et pour les véritables urgences vitales, ils sont en relation avec le centre 15 et nous tâchons de faire de notre mieux pour répondre à la demande. S'agissant des îles des Saintes, il y a des médecins installés qui assurent des soins de médecine générale aux heures ouvrables et qui aussi sont de garde et assurent un service de garde dans le cadre de la permanence des soins. Ils sont en rapport avec le SAMU et nous sommes amenés souvent à venir en appui d'eux lorsque la situation l'exige. S'agissant des îles du Nord, ils disposent à Saint-Martin d'un établissement de santé avec un service d'urgence qui vient aussi là compléter l'offre de soins de médecine libérale. Et sur l'île de Saint-Barth, il y a aussi un établissement de santé, l'hôpital, qui a un petit service d'urgence qui est ouvert 24 heures sur 24. Donc, autant que possible, il y a des structures qui ont vocation à recevoir les urgences, qui sont en liaison avec le SAMU pour le cas où il y ait besoin de procéder à une évacuation sanitaire, soit en avion ou en hélicoptère, en fonction du cas de figure et des moyens disponibles et du contexte, et surtout lorsque le plateau technique sur les dépendances est insuffisant pour
assurer la prise en charge optimale de ces personnes en toute sécurité. Évidemment, je ne vous cacherai pas qu'il n'a échappé à personne que sur une île doublement archipélagique, on ne peut pas avoir le même niveau de couverture sanitaire et de sécurité sanitaire que sur le territoire de la Guadeloupe. Mais nous avançons. Nous avons amélioré l'offre de soins sur Marie-Galante s'agissant des urgences et des autres spécialités. Nous sommes en relation avec la médecine libérale pour optimiser les moyens à la disposition des médecins afin qu'ils restent des médecins correspondants du SAMU et pour mieux les équiper de façon à répondre dans les premières minutes, le cas échéant, aux situations urgentes. Et nous leur distribuons les formations nécessaires, complémentaires à la leur. Et évidemment, nous arrivons aussitôt que le besoin, chaque fois que nous avons apprécié en régulation que notre présence était indiquée. D'autres questions, mesdames? Nous n'avons pas d'autres questions. Nous avons Alors, encore un peu de temps. Comment être attractif? Comment être plus attractif par rapport aux déserts médicaux? J'aurais envie de dire que l'attractivité, c'est déjà celle de la Guadeloupe. Nous avons la chance de vivre sur une terre en plein milieu des Caraïbes. Ça devrait à soi seul être un élément d'attractivité. Mais à la condition que, indépendamment de cette localisation, nous assurions à ceux qui feraient le choix d'exercer la profession médicale dans nos territoires, surtout quand ils n'ont pas de centre d'intérêt matériel et moraux ici même, qu'ils puissent faire prospérer leur profession, mais surtout que leur famille y trouve un centre d'intérêt. Et on ne va pas se mentir, hein, le médecin n'est jamais seul, il a un environnement. Cet environnement doit s'y trouver bien. Nous avons la chance de vivre sur un territoire, nous pouvons avoir beaucoup d'activités liées au développement durable. Ce sont des atouts qui doivent être tout le temps mis en avant et avoir le moins souvent d'interruption de services, d'interruption de services publics, d'interruption qui poussent la vie de tous les Guadeloupéens, mais aussi des professionnels qui, comme ils sont très demandés, pourraient faire le choix d'aller dans d'autres territoires s'ils ne font pas le constat que l'effort qu'ils doivent faire pour travailler leur paraît trop compliqué au quotidien. Donc oui, il faut aussi expliquer à nos jeunes lycéens qu'ils peuvent faire leurs études de médecine. L'Université des Antilles a obtenu une autorisation en vue d'une faculté de médecine de plein exercice qui va contribuer très prochainement au renouvellement des générations et beaucoup de spécialités pourront s'apprendre sur nos territoires avec la possibilité de compléter sur la France hexagonale, mais pas que, en Europe comme aux États-Unis. Hein, donc, il y a des échanges scientifiques, il y a la possibilité de se former en fonction de son classement après dans les différentes villes universitaires. Je n'ai de cesse, bien évidemment, d'encourager les jeunes qui ont un potentiel à nous suivre dans cette dynamique. La médecine est un beau métier, c'est un sacerdoce peut-être, mais il faut aussi que nous soyons les acteurs de notre développement en santé. Et c'est vraiment avec grand plaisir que nous nous mettons à la disposition de cette jeunesse, si elle le souhaite, pour entrer en contact avec nous, savoir les modalités d'accès à la profession et nous retrouver et rapidement prendre notre place, on l'espère, pour des soins de qualité en Guadeloupe. Nous avons une autre question. Comment, dans la situation actuelle, les secteurs d'urgence peuvent faire face à une situation de catastrophe? Et combien d'appels gérez-vous au quotidien au 15? Nous recevons plus de 1000 appels par jour au SAMU avec des pointes à 1200, 1300 quand il y a des phénomènes épidémiques. C'est considérable pour une petite région comme la nôtre. S'agissant des situations sanitaires exceptionnelles et des catastrophes, cela fait partie de la formation des médecins urgentistes, justement, d'être formés en complémentarité à la médecine de catastrophe. Nous sommes dotés d'équipements spécifiques pour pouvoir dispenser des soins dans des modalités adaptées aux situations
qui peuvent survenir sur nos territoires. Nous savons que nous vivons en permanence avec 6 risques différents et nous avons justement régulièrement des rencontres avec les services de l'État pour adapter le niveau de nos équipements. Nous ne sommes pas mécontents de voir justement que nous sommes écoutés. Nous avons encore besoin de davantage d'espace pour structurer tout cela, toute cette réponse. Et nous procédons à l'enseignement localement pour assurer la population de la formation de nos professionnels de santé médicaux et non médicaux à la médecine de catastrophe en lien avec la faculté de médecine de Toulouse, de façon à apprendre à nos compatriotes à être résilients et de plus en plus faire face aux situations exceptionnelles. Alors, juste une remarque. Donc, du coup, l'une des solutions que j'ai compris est de contacter au préalable le centre 15 avant toute initiative de déplacement. Donc, je crois que c'est le message, effectivement. Une autre question, combien de personnes par jour aux urgences à Pointe-à-Pitre et à Basse-Terre? À vous, mesdames. Alors, moi, je peux répondre pour le CHBT. Habituellement, on est environ entre 60, 65, généralement, parfois 70 passages par jour. Depuis que la situation s'est un petit peu tendue, depuis quelques semaines, on est plutôt à 90 passages par jour, ce qui fait que oui, en effet, le temps d'attente est un petit peu plus long. Et il faut comprendre que oui, certaines choses prennent du temps. Et notamment les prises de sang, les résultats de prise de sang, les scanners, quand on a beaucoup plus de passages, on a aussi plus d'attentes pour tout ça. Donc, alors, pour ce qui concerne Pointe-à-Pitre, la particularité qu'il y a avec le service, en fait, du coup, des urgences, en fait, du CHBT, ou ce que ma consoeur voudra préciser, je pense, c'est qu'ils prennent en charge aussi les enfants, puisqu'il y a des urgences aussi pédiatriques, les enfants et les adultes et les femmes, les urgences gynécologiques et obstétricales. Pour nous, au niveau des urgences de Pointe-à-Pitre, du CHU, plutôt, il faut savoir, en fait, du coup, que c'est prises en charge d'urgence sont sectorisées et donc du coup, les urgences pédiatriques et les urgences gynéco-obstétricales sont vues au niveau de Palais Royal, le centre en fait de l'hôpital qui se trouve entre les Abîmes et Morne-à-l'Eau. Ils ont une augmentation de leur activité, alors je n'aurai pas les chiffres exacts pour vous en tête sur leur nombre de passages. Pour ce qui concerne les urgences adultes sur le site de Pointe-à-Pitre-Abîmes, où nous tournions aux alentours de 90 passages, 80 à 90 passages jour, on connaît une augmentation sur certains jours qui sont de plus en plus réguliers et fréquents, avec des pics de coûts passant de 90 à 120 passages par jour. Et comme je réappuie et je réaffirme en fait ce que disait en fait ma collègue, il faut savoir qu'une prise en charge aux urgences, c'est pas juste une consultation avec le médecin, c'est lorsque ça nécessite le plateau technique, c'est une prise en charge avec une consultation, une prise de sang et des examens complémentaires qu'il faut réaliser. Il faut le temps, en fait, pour pouvoir réaliser ces différents actes, réceptionner les résultats et pouvoir, par la suite, faire l'analyse de votre dossier, vous orienter au bon endroit. Alors, je crois qu'il y a Madame Eva G, à nouveau, qui souhaite intervenir. Allez-y. Alors, Eva Gérion, G-E-R-I-O-N, Gérion. Je n'ai pas précisé tout à l'heure. Vous avez bien compris? Ce n'est pas grave. Eva Gérion. Alors, je disais donc par rapport à l'énoncé du docteur Portekop, s'agissant de la faculté de médecine à venir, alors va-t-elle améliorer justement le numerus clausus pour que tout le monde soit un petit peu âgé en termes de médecins insuffisants? Vous avez dit, c'est un très beau métier. Je vous l'accorde, je suis d'accord, mais est-ce qu'il y aura, est-ce que le travail sera fait pour que tout le monde, tous les jeunes, tous les étudiants en médecine puissent trouver leur compte à cause du numerus clausus? Merci, madame. Donc, il n'y a plus de numerus clausus et l'accès aux études médicales se fait par un autre biais. En tout cas,
il faut savoir que même quand il y avait le numerus clausus, celui de l'Université des Antilles était plus favorable que celui de l'ensemble des facultés de l'Hexagone. Donc, c'est pour vous dire qu'il y avait déjà un effort qui avait été fait par l'État. Ce n'était pas suffisant et malgré tout cela, il faut encore que le jeune qui termine ses études souhaite revenir aux Antilles. Ça, c'est un autre facteur, c'est celui de l'attractivité et de la responsabilité peut-être. Maintenant que l'accès aux études a évolué et que il est plus question de réguler à l'entrée, mais peut-être à la sortie autrement, je pense effectivement que nous aurons plus de facilité à former les médecins qu'il nous faut. Et nous les formerons avec grand soin. Il faut après qu'ils veuillent rester aux Antilles. Ça, c'est autre chose, parce que ce diplôme, il est diplôme national qui vous donnera la possibilité d'aller où vous voulez. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut que la Guadeloupe ne mange pas ses enfants. Je le dis avec solennité et gravité. Lorsque vous faites 10 ans d'études et que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de prise en compte de cet aspect-là, que ce soit dans les services hospitaliers ou en libéral, ou que vous avez du mal à accepter les difficultés du quotidien, et où que dans d'autres territoires, c'est peut-être plus facile, ben, je n'ai pas de jugement à faire, vous le ferez vous-même. En tout cas, au niveau de l'université, les voyants sont ouverts pour que soient formés ceux qui seront inscrits, et ça prendra le temps que ça prendra. Et j'ai une forte pensée pour le professeur Bastaro et tous ceux qui lui ont succédé, et à la doyenne Duflo, d'avoir obtenu ce que nous attendions depuis longue date, et faire en sorte qu'un jour, nous puissions avoir des ratios qui soient plus favorables pour soigner les jeunes, les moins jeunes, et ceux qui sont en train de nous quitter de façon tout à fait fluide, adaptée. Il n'y aura pas un médecin par patient, bien évidemment, mais au moins avoir le sentiment que ce n'est pas trop compliqué. En tout cas, je vous remercie tous et toutes de nous avoir fait confiance. Je vois que nous avons eu près d'une 50aine de personnes connectées. Je voudrais vous garantir que nous mettons tout en œuvre pour assurer et faire en sorte qu'il n'y ait pas de personnes oubliées dans le système, que nous puissions rester disponibles aux caisses pour tous les Guadeloupéens qui ont besoin de venir aux urgences. L'accès des urgences est compliqué, nous le savons, nous ne l'avons pas fermé, il est possible d'aller aux urgences. Nous faisons simplement un appel à la responsabilité des compatriotes pour qu'ils nous aident à mieux les prendre en charge. Et nous sommes en lien avec les autorités sanitaires comme l'ARS et les directions des hôpitaux, la fédération hospitalière, le monde libéral, les cliniques privées. Personnellement, en tant que coordonnateur du réseau, c'est plusieurs fois par semaine que je suis en relation avec toutes ces personnes, dans l'unique but d'essayer d'arriver à créer en Guadeloupe le système de l'urgence qui sera adapté à notre territoire doublement archipélagique parfois. Ce n'est pas une affaire qui est simple. Paris ne s'est pas construit en une seule journée, mais nous y arriverons grâce à votre aide et je vous remercie. Nous reviendrons vers vous chaque fois que possible et nécessaire. En tout cas, très bon appétit à tous. Bientôt. Alors, merci beaucoup donc au docteur Portekop, docteur Quesada, docteur Delta. C'est vrai qu'ils nous ont accordé 1 heure et on connaît leurs activités très importantes. Donc, pour toutes les personnes qui ont posé les dernières questions, on vous propose d'y répondre sur le Facebook ou de la Mutualité française ou de Guadeloupe Première directement. En tout cas, merci beaucoup à tous au nom du JPRASPEC d'avoir participé à ce séminaire. Nous ne manquerons pas de pouvoir mettre en place d'autres actions de communication en ce sens pour pouvoir toujours sensibiliser un maximum par rapport au fonctionnement des urgences. Si vous voulez donc avoir plus d'informations sur notre actualité, vous n'hésitez pas, le www.gipraspec.fr, sinon le 47 17 00, le 05 90 47 00, ou alors nos réseaux sociaux, notamment la page LinkedIn. Donc, la mission Santé publique Cœur Urgence vous remercie tous et toutes de votre participation. Et nous ne manquons pas de réitérer l'expérience d'un webinaire sur les urgences. Merci à vous. Merci, bon appétit. Merci, au revoir. Merci à tous. Merci à tous, au revoir.